Alors, nous allons lancer la discussion avant la pause. J'avais juste au début une petite demande de clarification à Charlotte. Je voulais comprendre un peu mieux ce qu'était l'obligation légale et non morale de relogement et comment dans un texte ça se traduisait d'avoir un devoir et pas une obligation. Si vous pouviez préciser peut-être cette différence, ça nous éclairerait là-dessus. C'est une question que j'ai oublié de vous poser quand on a eu l'occasion d'échanger là-dessus. C'est le contraire, il y a une obligation morale. Enfin, quand je parle d'obligation morale, je veux juste dire que personne ne discute le fait qu'il faudrait reloger, mais ce n'est pas inscrit dans la loi, ça n'est pas un droit. Le droit au relogement est inscrit dans la loi de 1948. Donc c'est de la lecture des débats que vous concluez que ce devoir, en quelque sorte... C'est ce que j'appelle un devoir moral. Les gens se font une obligation d'eux. Tout le monde considère qu'on ne peut pas faire autrement, mais on fait autrement. Et on a le droit de faire autrement. En droit, il n'y a pas d'obligation. Ce n'est pas inscrit dans les textes. Hein, absolument. D'accord. Très bien. Et puis, je constate avec Loïc Bonneval que vous avez fait référence à Alfred Sauvy. Et si un jour on fait une histoire de l'usage de l'argument pervers dans les débats publics, Sauvy serait certainement un jalon très important quand on peut dire que l'immense majorité des multiples essais d'Alfred Sauvy était fondé sur l'usage de l'argument pervers. C'était très intéressant. Il est un des plus grands utilisateurs de cet argument. Et il faudrait... ce serait intéressant d'ailleurs d'y réfléchir. Enfin, certaines disciplines l'utilisent plus que d'autres. Ce sera... voilà. Alors, y a-t-il des questions donc, sur ces différentes communications un peu hétérogènes, mais qui toutes font de la mise en perspective historique? Je vois les mains qui se lèvent. Oui? Allez-y. Alors, je crois qu'on va vous apporter le micro parce que nous enregistrons nos débats. Oui, bonjour. J'aurais une question pour Laurent Gouguillon. Est-ce que vous pouvez vous identifier? Ce serait sympathique. Aurélien Daré, je suis maître de conférence à Paris 10. Oui. Et j'ai une question, du coup, là, par rapport aux inégalités d'accès à la propriété des populations immigrées. Quand on veut acheter un logement, le salaire des individus compte, mais l'apport compte aussi, quoi. Et du coup, moi, j'aurais aimé savoir quel est le poids, en fait, de l'héritage, notamment, par exemple, qui pourrait être différentiel, en fait, entre les natifs et les migrants, étant donné que de plus en plus, s'il y a un décrochage, en fait, entre l'évolution du coût du logement et l'évolution des salaires, par exemple, le poids du capital de base qu'on va devoir apporter en apport va être de plus en plus important. Et s'il y a un différentiel de ce capital entre les natifs et entre les migrants, est-ce que ça ne va pas pouvoir jouer un rôle là, sur les écarts que vous montrez en fait? C'est un très bon commentaire. Effectivement, c'est un facteur qui peut jouer. On n'a pas beaucoup de chiffres sur la France. Aux États-Unis, il y a des chercheurs qui ont regardé ça, en fait, mais plutôt entre groupes ethniques. Et ils montrent que, justement, ils ont étudié la différence entre les Noirs et les Blancs. Et ils trouvent qu'il y a une très grande différence de patrimoine, justement, permettant l'accès à la propriété, les Noirs ayant des patrimoines pour acheter qui sont relativement faibles. Par contre, en France, justement, on manque de données là-dessus. Et par exemple, pour l'échantillon démographique permanent, une limite, c'est qu'on n'a ni les revenus ni le patrimoine. Voilà, donc, oui. C'est à cette limite qu'on se heurte pour pouvoir étudier ça. On n'a ni les revenus ni le patrimoine parce que ce sont des données du recensement qui ont été compilées. Voilà. Et dans le recensement, on n'a pas de données économiques. Hein. Ça, c'est la grande lacune du recensement français. Y a-t-il d'autres questions? Oui? Au milieu, s'il vous plaît. Bonjour, François Verret, membre du conseil de développement de Sénart, oui. Ville Nouvelle, où on est très concerné par les problèmes de logement. J'ai une question toute bête à poser à M. Gouguillon, c'est sur ce que vous appelez un immigré, c'est-à-dire quelqu'un qui en fait acquiert la nationalité française. Est-ce qu'il reste quand même encore immigré dans votre étude ou pas? Parce que ça crée un biais. Non, il n'est pas dans l'étude. On a vraiment que les gens qui gardent voilà, c'est ça. la nationalité d'immigrés. D'accord. Donc ça serait encore une population qu'on pourrait étudier. Je n'ai pas compris ta réponse, tu dis on les a pas. On n'a que les gens qui sont
Non, enfin, c'est l'immigré au sens INSEE, au sens international. Non, je dis des bêtises. Ce sont des personnes qui Excusez-moi. étaient nées étrangères à l'étranger, ont franchi la frontière, se sont installées depuis au moins 1 an, et c'est pour cela qu'elles sont dans le recensement, et qu'elles aient ou non acquis la nationalité française. Alors on pourrait, effectivement, ce serait une variable intéressante, vous voyez tout à fait, parce que celle-là est disponible dans l'échantillon démographique permanent, voir si les migrants ont un comportement vis-à-vis de l'acquisition du logement qui est différent selon qu'ils ont ou pas la nationalité, puisque je rappelle qu'à l'heure actuelle, il y a à peu près 40% des immigrés qui ont la nationalité française. C'est pour ça d'ailleurs que très justement tu as opposé immigrés et natifs et non pas immigrés français, selon l'erreur habituelle. Évidemment, à mesure qu'on progresse en âge, ces 40% augmentent. Et vous pouvez avoir à 60%, 70% d'immigrés qui sont français à un âge suffisamment élevé. Donc là, c'est une variable, je ne sais pas si, mais j'imagine que Mathieu a dû regarder ça, puisque Mathieu Solignac est l'auteur d'une thèse sur, sur le logement des immigrés. Et il a certainement regardé si la naturalisation, quelque chose qui est indépendant, qui peut se croiser ou non avec la qualité d'immigré, joue un rôle dans la volonté de s'installer, en quelque sorte. Ce que je peux dire, c'est que pour ce travaux, on n'a pas creusé dans cette direction, mais ça peut être déterminé dans les données. Donc je m'excuse aussi pour la méprise sur la réponse. Mais oui, c'est fait. On détermine les immigrés à partir du pays d'origine et nationalité à la naissance. D'autres questions? On a encore un peu de temps. Oui. Donc le micro là-bas, s'il vous plaît. Bonjour, je voudrais poser une question à Charlotte Worms. Alors, je suis Loïc Gandet, je suis responsable du service habitat privé à la région Île-de-France. Si j'ai bien compris votre intervention, vous montrez bien que l'intervention publique, lorsque se pose la question du relogement, elle s'appréhende comme une problématique de substitution, finalement. On doit réparer, dédommager. Et est-ce que ce soit pour tracer une route ou pour répondre à des problématiques sanitaires? On pourrait très bien penser aussi que s'il y a des problématiques sanitaires, il faut traiter en amont la prévention et l'accompagnement des familles. Ça pourrait faire l'objet d'une politique beaucoup plus large. Alors, à travers votre exposé, on voit bien que la problématique, c'est plutôt de trouver une logique de substitution-réparation. Et est-ce que ce n'est pas finalement la persistance de l'image rétinienne de la Déclaration des droits de l'homme qui fait que le droit de la propriété est inviolable et sacré, et que par rapport à lui, on ne peut avoir, en tant que puissance publique, qu'une réponse de dédommagement? Il n'y a pas véritablement quelque chose qui fonde en France une politique du logement et de l'habitat, puisqu'on est lié à une approche libérale qui est uniquement liée au fait que, par rapport à la propriété, on ne peut avoir qu'une logique de substitution, de réparation, de dédommagement, mais qu'on est dans une logique plutôt réactive et accessoire, et pas véritablement programmatique. Donc vous parlez justement de devoir moral, il faut bien reloger ces gens, il faut bien prendre en compte la situation sociale, mais est-ce que le droit de propriété, en tant que tel, dans sa philosophie juridique, qui ne trouve une réponse que dans la résolution économique, est-ce qu'il n'est pas, un problème majeur pour engager et définir une bonne fois pour toutes une politique publique du logement? Alors, en fait, je ne suis pas tout à fait, j'irai pas tout à fait dans votre sens, parce que, depuis les origines de la politique du logement, elle s'accompagne d'une politique d'accompagnement social très forte, qui a d'ailleurs été critiquée, mais de prévention. Alors, dans les HBM, vous avez des écoles, des crèches où on enseigne aux mères comment s'occuper de leurs enfants. On va même vérifier chez elles qu'elles s'en occupent pas trop mal, etc. Donc il y a une politique sociale et voilà, aux origines du logement social, il y a quand même cette forte volonté d'éducation. Et d'éducation notamment à l'hygiène des familles. Et il me semble, ce que j'observe sur cette émergence de ce que j'ai appelé donc un droit au relogement, qui n'est pas un droit qui est... je ne sais plus comment l'appeler maintenant, vous m'avez fait remarquer que c'était peut-être pas absolument clair, mais cette espèce d'obligation morale de reloger, c'est justement, me semble-t-il, pas le dédommagement d'un droit de propriété. Quand peut-être que, c'est discuté par la doctrine juridique, peut-être que
le droit de bail a pu être assimilé comme un droit de jouissance, donc une sorte de droit de propriété qu'il fallait exproprier. Mais c'est à partir du moment où on ne pose pas la question en termes d'indemnisation de l'expropriation que se pose celle du relogement. C'est-à-dire c'est à partir du moment où on ne pose pas la question de il faut dédommager ces gens, mais qu'est-ce qu'on va faire? On peut quand même pas les mettre sur le pavé, qu'émerge la question du relogement. Donc il me semble que c'est plutôt l'inverse. Et d'ailleurs, les zoniers qui théoriquement n'ont aucun droit, les habitants de la zone où il est interdit de construire autour des fortifs, derrière les fortifs, et on va aussi considérer qu'on doit les reloger, alors que théoriquement, ils n'ont aucun droit de propriété. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, tout à fait. Mais moi, je analyse aussi, par exemple, vous parlez de l'HBM et du logement social. Je l'intègre dans l'analyse de Robert Castel sur la propriété sociale, qui est un succédané de la propriété immobilière privée. C'est-à-dire que c'est une compensation à travers le droit du travail, du logement et puis de la sécurité sociale pour les non-possédants. Donc, quelque part, pour moi, il y a quand même toujours cette pierre angulaire de la propriété qui vient définir par contre-coup les politiques publiques. Mais effectivement, il y a un accompagnement social, mais il apparaît dans des situations, je dirais, un peu pathologiques ou problématiques. Il n'y a pas d'emblée une logique. C'est lorsqu'il y a une difficulté, comme vous dites, bon, il faut reloger, on est confronté à une difficulté qui fait que là, on commence à établir par réaction une politique. Mais bon, ceci dit, effectivement, après, la politique s'est largement développée. Et on peut dire qu'aujourd'hui, il y a tout un droit qui s'est développé autour de ça. Mais c'était surtout pour mettre en évidence le fait que la propriété reste un élément fondamental. J'avais mal compris votre question. Si je peux me permettre d'intervenir, vous avez évoqué les droits de l'homme. Alors effectivement, l'idée qu'un droit au relogement pourrait finalement s'enraciner dans une perspective générale des droits de l'homme, ça c'est une idée très récente. Mais toute la lexicométrie historique montre que la notion de droit de l'homme était extrêmement rarement utilisée dans l'entre-deux-guerres. Elle a une pointe formidable à la Révolution française, elle ressurgit un peu en 1848, et puis après elle disparaît. Et la Seconde République, la Troisième République, la Quatrième ont très très peu utilisé la notion de droit de l'homme, l'ont entretenue à petit feu. Si cette notion est aussi importante maintenant pour nous, c'est qu'elle nous est revenue de l'extérieur, après la chute du nazisme et par le droit international. Mais il ne faut pas s'imaginer que dans les années 20 ou dans les années 30, sauf dans quelques milieux un peu restreints de certaines fractions du Conseil d'État, la notion du droit de l'homme était une espèce de force inspiratrice qui nous aidait à percevoir des logements. Et je crois que c'est un des aspects intéressants de l'étude de Charlotte, de montrer qu'il y a effectivement des circonstances très particulières, l'après-guerre, ou d'autres forces comme l'hygiénisme, qui a été là beaucoup plus que les droits de l'homme, une force de progrès. L'INSERM, par exemple, s'appelait l'Institut de l'hygiène, c'était sa première appellation. Voilà, cette logique-là était beaucoup plus forte. D'ajouter une chose, politiquement, l'actualité de l'entre-deux-guerres, c'est la montée du communisme, et notamment dans l'agglomération parisienne. Et cette croissance du Parti communiste, qui prend un certain nombre de municipalités à partir des élections de 25, les banlieues rouges. C'est une histoire qui commence en 1925, aux élections de 25, se construit pas seulement sur les relations de travail, mais aussi sur des relations urbaines, pourrait-on dire, ou de logement, et va faire, la rhétorique communiste le discours communiste va intégrer ces problèmes de logement, de lotissement défectueux, et le logement fait partie de l'argumentaire communiste, et je pense que c'est plutôt peut-être... pour le moment entre-deux-guerres, le contexte, c'est ça, je pense. Alors, y a-t-il des... Oui, je vois une question ici. Est-ce que... Oui, la question s'adressait à Loïc Bonneval sur le phénomène de crispation. Marc Jaouen du PUCA, oui. Le plan urbain.
la crispation, enfin, ou la diminution de la mobilité après-guerre, là, dans la période liée à la loi 48, vous n'avez pas dit grand-chose sur le contexte général de cette après-guerre, en particulier la très forte ruée, sur le phénomène pour le coup, c'est pas de migration, mais interne au territoire français, de la campagne vers la ville, c'est-à-dire l'urbanisation massive. On est passé statistiquement d'une France rurale à une France urbaine sur un très, très court laps de temps, et ça s'est traduit par de la construction neuve périurbaine, autour pour ce qui concerne Paris, dans la banlieue, dans les départements limitrophes actuels. C'est peut-être lié, le phénomène est sans doute lié, parce que les loyers 48 sont sur le bâti ancien, c'est-à-dire essentiellement sur Paris et sa proche couronne. Donc peut-être qu'il y a un lien. Voilà, c'est la question, c'est de savoir si vous avez pris ce phénomène en compte, parce qu'à mon avis, il est très explicatif du phénomène. Oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Alors oui, le cas parisien, le cas lyonnais, bien sûr également. Donc c'est sûr que le contexte change beaucoup entre l'entre-deux-guerres où cette construction neuve reste quand même assez limitée, et effectivement l'après-guerre où la construction repart, et on construit beaucoup, et notamment en périphérie des grandes villes. Pas seulement en périphérie des grandes villes, je mentionnais un petit peu la rénovation urbaine, c'est-à-dire que ces quartiers de centre-ville sont aussi un peu affectés par, les quartiers où les loyers sont protégés, ces quartiers sont aussi affectés par de la rénovation urbaine, de la construction neuve, etc. Mais c'est vrai que ce qui change entre l'entre-deux-guerres et l'après-guerre, c'est aussi la place que va occuper ce parc de logements anciens protégés par rapport à l'ensemble du parc de logements, qui bien sûr rentre dans les effets de contexte qui vont expliquer aussi que l'intérêt ou l'avantage, disons, pour le locataire à demeurer dans ce logement-là. Tout à fait, oui. Mais je vois une autre question derrière celle qui est posée, c'est est-ce que en se concentrant sur une cinquantaine d'immeubles du centre de Lyon, administrés en continu par le même administrateur, c'est ça la source, est-ce qu'on peut percevoir les effets de l'exode rural auquel il était fait allusion dans la question? Et est-ce que par construction, la monographie, si vaste soit-elle au centre de Lyon, n'exclut pas d'une certaine manière, ou alors par des effets très indirects, les effets de l'exode rural sur le logement en général en France? J'ai cru comprendre qu'il y avait ça. Vous voulez préciser votre... Oui ? Le micro est déjà reparti. Tu es trop rapide, Eduardo. Oui. C'est-à-dire que là-dessus, effectivement, on a des éléments qui permettent de contextualiser, mais on peut pas. La source qu'on a reste forcément limitée sur cet échantillon d'immeubles. Donc, on peut avoir des éléments sur l'évolution de la population, les logements construits, qui, encore une fois, donnent un contexte à l'étude, mais qui sont peut-être un peu difficiles à intégrer si on veut aller vers une logique de modélisation économétrique, ce qui est aussi un des projets pour la suite de la recherche. Effectivement, la question de la façon dont on va pouvoir intégrer ces variables-là se pose. Oui. Parfait. Alors peut-être une dernière question, oui. Donc présentez-vous. Bonjour, Sophie Rouet-Lambert, urbaniste et maître de conférence en sociologie à l'Institut catholique de Paris. Quelle est la place, donc une question à Loïc Bonneval, quelle est la place de l'arbitrage des ménages et sur le fait de décider de choisir de rester malgré le fait que l'habitat ne soit plus forcément tout à fait adapté au changement de configuration? Est-ce qu'il y a des travaux dans cette époque-là en plus qui font déjà la part au choix des arbitrages ou pas, à l'arbitrage des ménages ou pas? Oui, alors c'est pas forcément quelque chose qui est facile à aborder quand on n'est pas dans une logique, par exemple, d'entretien ou d'enquête voilà. On a quand même des éléments quand on étudie un petit peu plus en détail l'évolution du peuplement, la composition des ménages, où on voit
Notamment, et ça c'est aussi en référence à l'argument d'Alfred Sauvy, que on voit les retards de décohabitation en particulier, c'est-à-dire les enfants qui restent et qui restent même une fois à l'âge adulte. On voit notamment dans les grands logements, contrairement à l'idée avancée par Alfred Sauvy que les grands logements se vident et sont occupés uniquement par des ménages vieillissants. Dans ces grands logements, on voit certains enfants qui restent, qui des fois même se marient, ont des enfants, enfin des ménages qui sont de plus en plus importants. Donc on le saisit par ce biais-là, par l'évolution du peuplement, et évidemment on n'a pas d'enquête directe sur ces choix-là. Après, sur les arbitrages et sur les stratégies qui peuvent être mises en jeu, on peut avoir quand même des éléments un petit peu indirects. Enfin, il y a tout un discours qui se met en place autour du contrôle des loyers sur l'avantage un peu économique que peuvent tirer les locataires, les formes de sous-location, les formes de cession de bail, etc., qui évidemment se faisaient sans laisser de traces, donc qui, d'un point de vue monétaire, sont difficiles à suivre, mais qu'on a essayé dans cette recherche de saisir, notamment en comparant les écarts qu'il pouvait y avoir entre les ménages qui figuraient dans les recensements et les noms des ménages qu'on avait dans les registres, qui ne coïncident pas toujours et qui sont du coup une indication, qui n'est peut-être pas parfaite, mais au moins une indication des cas de sous-location ou de cession de bail. Et on voit que ça prend effectivement des proportions. Ce qui était un des éléments qu'on a vu, c'est que ça existait aussi avant la mise en place du contrôle des loyers, et puis ça prend des proportions plus importantes dans l'entre-deux-guerres. Donc on a comme ça quelques indices des stratégies des ménages, même si on ne les a pas par enquête, quoi. Voilà, donc c'est une recherche certaines de ces recherches sont déjà quasiment terminées. Celle de Loïc est encore en cours, et il n'a pas fini d'exploiter l'extraordinaire richesse de cette source étonnante que sont les archives d'un gestionnaire de biens sur des décennies. Ça, c'est quand même une source totalement exceptionnelle. Et donc merci à Loïc, merci à tous. Donc on va faire la pause et nous reprenons à 11h30 si vous le voulez bien.